Salut à toutes et à tous, ici Jérôme, votre narrateur. Je vais vous parler un peu du prochain livre audio qui arrive sur ma chaîne, Gatsby le Magnifique. Je vais vous présenter d'abord Francis Scott Fitzgerald, l'auteur. Ensuite, vous parler du contexte du récit des années 20 et de New York. Et puis finalement, vous dire pourquoi ce livre, il me plaît bien. Alors commençons sans plus tarder. Francis Scott Fitzgerald, il est né au Minnesota en 1896. Ça, c'est l'année où les frères Lumière présentent le premier film. Alors, c'est pas tout jeune. Fitzgerald publie sa première histoire dans le journal de l'école à 13 ans. Il continue à écrire au collège des articles, des histoires, des comédies musicales et il est si passionné d'écriture, si dévoué que ça nuit à ses études et il est forcé de quitter l'école. En 1917, il s'engage dans l'armée et il rencontre aussi celle qui deviendra sa femme. Mais elle refuse toutefois de l'épouser jusqu'à ce qu'il puisse prouver qu'il fait assez d'argent pour la faire vivre. Et ça, vous allez voir quand vous lirez, quand vous écouterez, quand vous regarderez Gatsby, ça va résonner avec l'histoire des personnages, car les auteurs mettent toujours un peu ou beaucoup d'eux-mêmes dans ce qu'ils écrivent, quoi. Fitzgerald ne sert pas durant la guerre, et en 1917, il est libéré de son service et déménage à New York, où il publie L'Envers du Paradis, son premier livre, et c'est un immense succès qui le rend extrêmement riche. Et que fait-il extrêmement riche? Une semaine plus tard, après la publication de son livre, il demande sa copine en mariage car il se sent maintenant confiant d'être assez riche pour la faire vivre. En 1924, il déménage en France pour aider sa créativité. Et il faut croire que ça marche parce qu'un an plus tard, il publie The Great Gatsby. Et c'est peut-être ce choix très important de sortir de son propre pays qui lui donnera cette perspective unique extérieure aussi claire pour analyser les États-Unis et le rêve américain en particulier. Comme Nick Carraway, son personnage, le dit dans le livre, « Je suis à la fois à l'intérieur et à l'extérieur ». C'est-à-dire que, étant américain, Fitzgerald, il est à l'intérieur de cette culture bouillonnante des États-Unis des années 20, mais il s'est donné en sortant un point de vue extérieur sur la chose. Et à l'époque où il écrit Gatsby, il ne vit pas les événements des États-Unis de manière aussi intime que s'il avait habité le pays. Et Fitzgerald, c'est un homme, un personnage tragique lui-même dans sa vie, hein. Tout au long de sa vie d'adulte, c'est un alcoolique presque irrécupérable, il est dépressif, il publie dans les magazines et les journaux pour gagner de l'argent et pouvoir se permettre de travailler sur ses projets de livres qui sont ce qui lui tient vraiment à cœur. Mais malheureusement pour lui, aucune de ses publications qui suivront ne connaîtra le même succès que Gatsby. Et à cause de ça, il va souvent être jaloux du succès de ses pairs, de ses contemporains comme Hemingway. Il va être aigri par ça, par cette impression d'être sur la pente descendante alors que les autres montent, quoi, vers le succès. Il ira un temps s'établir à Hollywood, je crois 1 an, gagner de l'argent en écrivant des scénarios pour pouvoir revenir à ses livres par la suite, c'est ça l'idée. Et c'est un peu un plan qui était gâté d'avance, quoi, parce que dès le jour 1 à Hollywood, il n'aimait pas l'endroit et il n'avait pas l'intention de rester. Et ce n'a pas nécessairement été une expérience très fructueuse pour lui. Fitzgerald meurt à l'âge de 44 ans en 1940 d'une crise cardiaque et laisse son dernier roman inachevé. Mise en contexte. Alors ce sont les années 20, le roman Gatsby prend place en 1922. Alors imaginez-vous, on est peu de temps après la Première Guerre mondiale, c'est l'époque où la propagande américaine, donc Uncle Sam, le rêve américain, tout ça en est à ses débuts, quoi, dans les 10 premières années de cette machine de propagande, si on veut. Hein, la légende, c'est que les USA ont sauvé le monde en se joignant à la Grande Guerre. L'image américaine est à son apogée. Hein. C'est probablement vers cette époque-là que New York est devenu le centre du monde, quoi. Pas le centre du monde littéralement, mais au même sens où Rome était le centre du monde à l'époque le centre spirituel ou le centre politique du monde à l'époque de l'Empire romain, quoi. Mais les Américains n'ont pas fait qu'aider les autres durant la Grande Guerre, ils se sont aussi aidés eux-mêmes, se sont enrichis énormément en vendant des armes aux Alliés et en faisant des prêts aux pays en guerre.
Les Roaring Twenties, comme on les appelle, c'est une époque aussi de grands changements, spécialement pour les États-Unis. La population passe des campagnes aux villes, la richesse a plus que doublé, donc il y a une augmentation incroyable du consumérisme. Les gens ont aussi beaucoup de temps, beaucoup d'argent et le divertissement est en très grande demande. On écoute la radio, on veut de la musique, des spectacles, du théâtre. L'industrie du cinéma, comme je vous dis, qui n'a pas encore 30 ans, est en pleine explosion. On produit 7 ou 800 films par année, ce qui est absolument incroyable parce qu'aujourd'hui, on ne produit même pas ça. Broadway et Hollywood sont des pôles magnétiques, quoi. Le jazz est partout, le blues fait ses débuts, alors que l'art se réinvente, l'art se renouvelle, sort du classicisme et tente de repousser ses limites, quoi. C'est aussi l'époque où les automobiles passent de produits de luxe à produits de consommation. Et ça, c'est principalement grâce à Henry Ford qui libéralise son accès en créant des voitures abordables avec le modèle T qu'il lance en 1908, mais qui dans les années 20 est omniprésent. Tout le monde a une modèle T, quoi. Et je crois qu'il y en a au-dessus de 10 millions de vendus à l'époque. Les gens peuvent désormais se rendre au travail en voiture, donc c'est le début d'une période morne et triste qui est de la création des banlieues, quoi. Oui, je suis un gars de la banlieue, alors ça me touche ce sujet. La prohibition aussi, c'est dans ces années-là. Alors on bannit la production, le transport, la vente d'alcool. Mais ça, c'est un peu backfire, ça fait un peu boomerang, quoi. Et c'est l'effet contraire. Les boissons alcoolisées sont partout, la contrebande est florissante et le taux de criminalité dans les grandes villes, et New York où se passe le récit, le taux de criminalité frise les 20% ou même au-delà. Et si on parle de New York particulièrement, bon, écoutez, New York dans les années 2000, c'est quelque chose de gigantesque, c'est énorme. Mais déjà dans les années 1920, c'était un lieu bouillonnant inondé de lumière, bouillonnant d'activité, grouillant de vie. Il venait d'y avoir une vague d'immigration, de gens qui cherchaient une vie meilleure, qui croyaient en ce rêve américain, l'idéal de la réussite, quoi. Et si on regarde plus particulièrement East Egg et West Egg, qui sont des localités fictives dans le livre, mais qui sont sans doute inspirées de lieux réels. Et en fait, le lieu physique, si vous regardez une carte, si vous regardez sur Google Maps, et cherchez un endroit dans Long Island qui ressemble en quelque sorte à deux œufs presque identiques, c'est vraiment là sur une carte. Alors, nul doute que Fitzgerald a regardé une carte et il a choisi cet endroit, il a dit c'est là que ça se passe. Et c'est un peu ce qu'il décrit, un peu ce lieu fictif, c'est un peu un royaume des riches au milieu de cette petite banlieue de prolétaires, de travailleurs, du charbon et de gens pauvres, quoi. Et les riches se sont installés dans cette petite baie avec leurs grosses maisons. Et pour aller faire la fête à New York, ils traversent ce Long Island désolé, industriel. Et là, le West Egg et le East Egg, c'est un peu les riches de naissance versus les riches, le self-made man, quoi, l'américain, le rêve américain. Et pour finir, pour vous faire une petite image, quoi, un peu comme la Renaissance en Europe, les années 20 aux États-Unis, c'est une époque de bourdonnement, de changement et d'innovation, une époque où on remet en question les idées établies et les coutumes passées. Et là, on va passer à la dernière section, à pourquoi je vous lis ce roman. D'abord, je crois que c'est une œuvre qui résume bien la jeunesse de ce que nous sommes aujourd'hui, du monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est, bon, vous ne vivez pas nécessairement dans la société américaine ou dans une société américanisée, mais nécessairement la société dans laquelle vous vivez a été influencée par la société américaine, par ce boom industriel et technologique et de propagande des États-Unis des années folles jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc c'est un peu la genèse de ce qui est devenu l'Amérique moderne, mais aussi la genèse de la société de consommation dans laquelle vit presque le monde entier aujourd'hui. Et je vais terminer rapidement, on pourrait parler longtemps de cette œuvre, mais je veux parler de l'importance capitale de la dernière phrase du livre. Là, vous allez googler immédiatement, si vous êtes impatient, vous allez immédiatement googler cette phrase, c'est certain, parce qu'on est en 2021.
Mais je vous explique un peu, c'est que très tôt dans le livre, Fitzgerald place une image, un symbole, une métaphore. Et plus l'histoire avance, ce qui se passe, c'est que sans qu'on le sache, le symbole prend de plus en plus de valeur, d'importance, parce que ce qu'il représente, l'élément du monde réel qui est métaphorisé par ce symbole, qui est résumé par ce symbole, l'élément du monde réel, l'élément dans l'histoire, il poursuit sa vie, on en apprend plus à son sujet, on apprend son histoire complète. Donc lorsque Fitzgerald revient sur ce symbole, à la fin, sa métaphore est absolument parfaite et se développe dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Et c'est sans doute pour ça que c'est une des fins de livres les plus poignantes jamais écrites et c'est ce qui fait que c'est un des livres les plus lus et respectés par plusieurs critiques, considéré parmi les meilleurs romans de tous les temps, quoi. Et je crois, ma théorie personnelle, parce que j'écris aussi, je suis un auteur, et bon, j'ai aucunement la prétention d'être de la trempe de Fitzgerald, mais par contre, j'ai la prétention de pouvoir me mettre dans les chaussures, dans les bottines d'un auteur. Et ce que je crois, c'est que, bon, ça restera toujours une théorie, mais je crois que cette phrase finale est peut-être une des premières idées qu'il a eues à propos du livre. C'est une de ses réflexions, vous savez, quand on réfléchit à la vie et on a l'impression d'avoir trouvé un morceau du casse-tête, un morceau du puzzle, du sens de la vie, ou du sens d'un mouvement, ou du sens de ce qui mène le monde à un certain moment de l'histoire de l'humanité. J'ai l'impression que c'est ce que Fitzgerald avait entre les mains, cette phrase. Il a voulu nécessairement la partager et la vérifier avec le monde, voir si les gens étaient d'accord. Et il a dit, mais putain, comment je fais en sorte que les gens comprennent par quel chemin je fais passer les gens pour qu'ils en arrivent à voir cette phrase, cette image, cette métaphore dans la même perspective que moi. Ma théorie, c'est que c'est peut-être bien les 340 pages qui précèdent cette phrase. C'est peut-être seulement le chemin dans sa petite barque qu'il nous fait faire pour arriver au même point de vue que lui avait quand il a pensé à cette réflexion. Et ça, je trouve ça passionnant, réfléchir à des trucs comme ça. J'ai déjà hâte de le relire avec cette perspective, avec cette idée en tête. Alors voilà, ça s'en vient sur ma chaîne le 1er janvier 2021. Je vous lance Gatsby le Magnifique en livre audio, 1 ou 2 chapitres à la fois pendant 4 ou 5 jours consécutifs.